Soigner la schizophrénie en ignorant l'écosystème dans lequel la pathologie addictive a une partie importante est une erreur. Donc on va essayer de voir comment on va limiter ces erreurs. Le siège, en quelque sorte, neurophysiologique de l'addiction, c'est le siège du plaisir, pour faire court. Et on sait depuis quelques années qu'il y a aussi, ce qui a été montré ce matin, un neuromodulateur, un neurotransmetteur plutôt qui est important, qui se retrouve aussi très impliqué dans la schizophrénie et qui est aussi très impliqué dans l'addiction, c'est la dopamine. Donc ça vient compliquer les choses. Comment essayer d'éteindre, entre guillemets, une mauvaise habitude sans éteindre le plaisir? C'est toute la problématique de la prise en charge des addictions. Je vous montre ici un schéma que l'on voit assez régulièrement. Alors, ça a été dit il y a déjà très très longtemps par Claude Olivenstein, que probablement tout le monde connaît, qui est le premier à soigner les toxicomanes à l'hôpital Marmottan. On a les facteurs P, ces facteurs liés au produit. Un produit porte en lui un caractère addictogène différent d'un autre. Évidemment, il n'y a pas un classement à faire, mais on sait que par exemple la nicotine, le tabac, a un plus fort taux pour rendre dépendant que le cannabis, que l'alcool ou qu'autre chose. Ensuite, vous avez l'individu. Un individu, il fait beaucoup de choses. Il fait de sa génétique, ça a été dit, c'est pas moi de le répéter, de sa biologie, sa conformation. Sur le plan psychologique, il y a des traits de caractère qui font qu'on va plus ou moins aller chercher le produit, qu'on est plus ou moins curieux. Puis, les pathologies psychiatriques, c'est un petit focus que je fais aujourd'hui. Il y a des maladies qui sont plus ou moins associées aux addictions. On le sait tous, le trouble bipolaire fait bon ménage avec l'alcool, la schizophrénie avec le cannabis. Évidemment, il y a beaucoup à dire, mais il y a un certain nombre de maladies qui signent en quelque sorte l'affinité avec un produit addictif. Et pour finir, l'environnement, qu'on a souvent oublié, qu'on a souvent un peu mésestimé. L'environnement, même s'il est facilitateur des maladies, est également un facteur de protection. Et ce facteur de protection est souvent mésestimé dans l'appréciation de ce fameux écosystème. Là, je vais rapidement aller sur ce qui me semble être le plus important, c'est-à-dire la philosophie avec laquelle un médecin généraliste ou bien quelqu'un qui est dans l'entourage d'un consommateur de drogue et qui est schizophrène doit faire. Cette attitude simple, c'est de dépister, de comprendre et d'aider. D'abord, préciser la demande du patient. Le patient doit toujours rester au centre de la démarche. C'est tout l'enjeu qui a été mis en place de manière moderne maintenant, c'est qu'on arrête de dire que le consommateur de drogue, d'alcool, qu'il soit schizophrène ou pas, ce qui a bu boira est un menteur. C'est parce qu'on a souvent, nous autres thérapeutes, ignoré le rythme du patient. Et le patient change et on l'accompagne. Ce n'est pas un bras de fer, c'est un pas de deux. Pour ce qui est du cannabis, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, il n'y a pas de médicament pour la comorbidité. Il y a une attitude, mais il n'y a pas de médicament. Peut-être un jour. Donc on va choisir avec soin son antipsychotique. Il y a un certain nombre d'antipsychotiques que l'on connaît qui ont montré des éléments intéressants. Mais certains doivent être bannis, entre guillemets, parce qu'on a montré qu'ils avaient un côté pas très intéressant quand on a une comorbidité comme l'allopéridol ou l'aldol. Pour le tabac, il y a quelques médicaments, là ce sont des publications récentes qui montrent quelques éléments intéressants comme la varenicline, clozapine dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, associée à une moindre appétence au tabac et qui peut avoir un impact positif sur la psychose. Pour ce qui est de l'alcool, puisque ça a été le cahier de charge qui m'a été proposé, on a montré également des effets intéressants avec la ripiprazole, la clozapine, la lonzapine, la kétiapine, qui diminuent l'appétence, mais dont on sait que leur autorisation de mise sur le marché est également la schizophrénie. Je termine pour dire que quand même, les comorbidités, ce n'est pas un artefact dans l'évolution d'un malade, c'est plus souvent une règle qu'une exception, qu'ils peuvent probablement parfois, quand on les ignore, faire perdre des chances d'évolution et d'amélioration fonctionnelle de nos patients, et qu'il faut choisir avec soin certains dont on sait qu'ils ne sont pas efficaces, et que probablement les antipsychotiques de nouvelle génération constituent peut-être un nouveau souffle pour nos patients. Les addictions sont très fréquentes et doivent être prises en compte dans le traitement des schizophrénies. Les médicaments antipsychotiques n'ont pas tous les mêmes effets sur l'appétence aux toxiques et certains devront être évités. Donc les causes du handicap psychique, pour aller plus vers la cognition, ne sont pas liées qu'à la présence de symptômes. Certes, les symptômes nuisent à l'insertion, nuisent à l'expression des capacités de la personne, mais également des troubles qui sont associés, en particulier des difficultés neurocognitives, des problèmes pour mémoriser, des problèmes pour se concentrer, des problèmes pour organiser cette action en direction d'un but en tenant compte d'un contexte, mais également des problèmes pour avoir un recul sur ses propres pensées, ce qu'on appelle la métacognition, mais également des difficultés pour comprendre quels sont les états mentaux d'autrui, ce qu'on appelle la cognition sociale.
Donc toutes ces difficultés-là doivent faire l'objet d'un bilan et on doit étudier quelles sont les conséquences concrètes des difficultés qu'on aura mises en évidence et quels sont les secteurs préservés sur lesquels la personne va pouvoir s'appuyer. Il est toujours très important d'avoir une vision positive et de permettre à la personne d'aller de l'avant pour faire quelque chose de ses capacités, plus que pour lutter de manière stérile contre des obstacles qui seront infranchissables. Donc pour vous illustrer très brièvement les choses, voici un exercice de remédiation cognitive. Vous avez des objets qui sont posés sur une table, que vous voyez en enfilade sur la figure de gauche, par-dessus sur la figure de droite, et vous devez déterminer le plus rapidement possible, mais le plus efficacement possible, depuis quelle position bleue. Sur la figure de droite, vous voyez l'enfilade de gauche. Donc la première personne qui lève la main a remporté. Voilà, vous avez trouvé, bravo. Et donc, quelle est la réponse? Midi, parfaitement, voilà. Et donc, vous avez probablement employé une stratégie qui consiste à comparer la position relative de deux objets, parce que si on se base sur la position d'un seul objet, on n'est évidemment pas en mesure de répondre à cet exercice. On ne laisse jamais la personne seule face à un ordinateur. Il s'agit toujours d'un soin avec un thérapeute qui est spécifiquement formé, qui est présent et qui va apprendre à la personne à développer des stratégies pour gérer les situations en question. Les stratégies, là, vous les trouvez vous-même. Pour une personne qui a des difficultés visio-spatiales, ce ne sera pas aussi évident et il est indispensable que le thérapeute donc, accompagne le patient et lui permette petit à petit de développer ses stratégies au fil des séances et lui permette également de les généraliser en les employant dans sa vie quotidienne. Donc vous voyez, c'est un soin avec ses spécificités et donc des thérapeutes qui sont formés pour ça. Ce qu'il est très important de retenir, c'est qu'il y a plusieurs programmes, de nombreux programmes, et que tous ont leurs indications, ont leurs spécificités, et que l'on conduit des essais cliniques justement pour les comparer, pour mieux définir les spécificités et les indications de ces programmes. On ne peut pas s'en remettre à un seul d'entre eux, qui ne répondrait certainement pas à toutes les situations. La remédiation cognitive est une méthode, est un ensemble de méthodes qui est efficace. Il y a une méta-analyse sur plus de 2000 patients qui a mis en évidence une taille d'effet qui est comparable à ce que Renaud Jardry montrait tout à l'heure sur la RTMS. Plusieurs études également montrent l'impact sur l'insertion professionnelle. Et donc ça, c'est une étude qui a été publiée en 2010 par l'équipe de HEC qui montre également que la remédiation cognitive permet de préserver, voire de restaurer le volume cérébral dans certaines régions qui sont altérées chez des patients schizophrènes et que cette thérapie par remédiation cognitive a un effet qui est plus marqué qu'une simple thérapie de soutien. La remédiation cognitive est un ensemble de techniques et d'exercices destinés à aider les personnes à compenser les troubles cognitifs qui les gênent au quotidien. Elle suppose de pouvoir proposer aux personnes un bilan neuropsychologique et de déterminer avec elles un objectif personnel à atteindre. Les prises en charge plus personnalisées permettent de sortir de l'idée. La prise en charge, c'est un hôpital de jour standard, un neuroleptique d'action prolongée et une mise sous curatelle. On a progressé par rapport à ça. Bien entendu, il y a les crises qui sont extrêmement inquiétantes, qu'il faut les prendre en compte parce qu'il faut que personne ne court de risque, ni la personne, ni son entourage, ni la société, donc ça c'est sûr. Mais il faut aussi ne pas trop se laisser capter l'attention par ces crises-là et vraiment mettre l'accent plus sur les périodes justement de rémission, les périodes où ça va mieux pour préparer la suite et prévenir. Ça c'est quelque chose d'important qui peut permettre d'améliorer globalement aussi la situation parce qu'il y aura moins d'hospitalisation grâce à ça. Il ne s'agit pas de mettre en rivalité le traitement classiques, dont les médicaments qui ont été largement cités, antipsychotiques, dont les psychothérapies, mais de dire que ces méthodes doivent être complétées par l'utilisation de mesures de réhabilitation qui sont citées ici, dont la remédiation cognitive, mais bien entendu l'éducation thérapeutique. Ces méthodes faisant suite à un bilan multidisciplinaire qui permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure vision des capacités du patient à un moment donné. Il faut toujours avoir en tête que l'objectif n'est pas seulement la rémission, c'est-à-dire enlever les symptômes, mais c'est le rétablissement, c'est-à-dire permettre à la personne de trouver un nouvel état d'équilibre qui lui sera propre. Le bilan neuropsychologique est indispensable et pour l'instant, trop peu de patients en bénéficient. Donc c'est un objectif de faire en sorte qu'il y ait plus de neuropsychologues dans les hôpitaux psychiatriques, en psychiatrie d'adultes, pour que ces éléments-là puissent être intégrés à un bilan qui sera plus vaste et qui sera un bilan de réhabilitation. En général, la remédiation cognitive prend plus de sens après une éducation thérapeutique qui devrait être systématique dès l'entrée dans la maladie, dès que le diagnostic a été confirmé et que l'état de la personne est stabilisé.
Bien entendu, il faut faciliter les échanges sociaux à travers un entraînement des compétences sociales qui va souvent se coupler de manière très nette à travers certains programmes dans la remédiation cognitive. Et bien entendu, il faut soutenir les familles qui souffrent largement d'une situation où il y a un membre en difficulté. Et comme on l'a dit auparavant, il faut également communiquer en direction du grand public pour changer l'image de la maladie et faire ressentir à la population la souffrance des personnes avant une potentielle dangerosité qui est finalement très limitée et surtout dirigée contre les personnes elles-mêmes. L'idée, c'est d'introduire ces soins le plus rapidement possible, pas forcément dans des structures de réhabilitation telles que c'est mentionné là, mais dans une philosophie de la réhabilitation qui doit se généraliser de la manière la plus importante possible en France. On a beaucoup discuté à Strasbourg il y a 2 semaines de l'utilité du mot réhabilitation. J'ai bien réfléchi, je crois qu'il est pertinent de le conserver parce que justement la réhabilitation est ce qui fait le lien entre le sanitaire, avec les outils spécifiques que je viens de citer, et le médico-social, 2 mondes qui doivent se compléter dans leur action pour permettre aux personnes de s'insérer. Ça veut dire que la réhabilitation, c'est une culture qu'on doit diffuser la plus largement possible dans les secteurs, en sachant que les établissements y sont sensibles, les pouvoirs publics y sont sensibles, que les choses avancent, mais il faut pousser pour que ça avance encore plus vite, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des endroits où les patients bénéficient de ça et ils aient des chances augmentées, et puis d'autres endroits où les patients n'en bénéficient pas et ils perdent des chances, donc il faut que ce soit tout le territoire français. On parle de réhabilitation, c'est-à-dire de permettre à la personne de retrouver une place dans la société. Mais tout ceci est balbutiant et toutes ces thérapeutiques sont encore jeunes. C'est-à-dire que le service que Nicolas Franck a monté, il a 3 ou 4... 2 ans et demi. 2 ans et demi. Hein. Celui que nous, on a monté dans ma région, il a 3 ans. Donc, vous voyez que... Et on est pilote pour l'implémentation. Le traitement des schizophrénies ne doit pas s'arrêter à la rémission, la fin des symptômes, mais viser la réhabilitation et la réinsertion sociale. Cette prise en charge suppose médicaments et psychothérapie, bilan neuropsychologique, éducation du patient à ses troubles, remédiation cognitive pour aider à la réalisation d'un projet. Des mesures de soutien pour les familles et des campagnes d'information destinées au grand public doivent être associées. Dans toute maladie, on sait que si les gens ne sont pas informés, quand vous avez un diabète, si vous n'avez pas d'informations sur votre diabète, les chances que votre diabète soit bien équilibré sont à diminuer. Et on montre qu'il faut former les gens. Et pas juste une information de 10 minutes. Des formations, c'est ça qui est efficace. Des vraies formations. C'est connu pour les maladies somatiques. Et en psychiatrie, on était un peu en retard. On a eu tendance, dans psychiatrie, dans le cas de la schizophrénie, à sous-estimer les capacités des malades, à les infantiliser. Il y a des malades qui sont dans des états graves. Ils ne peuvent pas tous forcément recevoir tout de suite l'information, mais beaucoup peuvent la recevoir, beaucoup de patients peuvent aller bien. La schizophrénie n'est pas toujours une maladie grave. Il y a des patients qui vont très bien. Il faut quand même le dire, ça. Alors, on va former le patient à quoi ? On dit on va former le patient. D'abord, à comprendre l'utilité du traitement. On vous a présenté ce matin tout ce qu'on connaissait sur le dysfonctionnement cérébral. Les maladies psychiatriques sont des maladies comme les autres. C'est-à-dire que c'est l'organe cerveau qui est atteint, les neurones qui ne transmettent pas l'information. Il faut corriger ça si on ne prend pas de traitement. Ça ne risque pas de se corriger tout seul. Les 2 courbes du haut, c'est des patients qui n'ont pas le traitement, qui ont un placebo. Dans un cas, on leur a fait une thérapie de soutien. Dans l'autre cas, non. Quand il n'y a pas de traitement, vous pouvez faire une thérapie de soutien ou pas, ça ne change rien. Il va rechuter à 80%. On met un traitement, mais on ne fait rien. Juste le traitement, déjà, il rechute moins. Et on fait le traitement plutôt, et on rajoute la psychothérapie de soutien. À ce moment-là, ce qu'on va faire en plus va être efficace. Mais le traitement, c'est la première condition pour une efficacité. On peut apprendre aux malades à mieux gérer ses hallucinations. On a vu qu'il y a des patients qui sont résistants au traitement. Les hallucinations sont résistantes au traitement, plutôt. À mieux gérer ses troubles anxieux, à mieux organiser son environnement, c'est-à-dire comprenant sa maladie. Les traitements peuvent corriger, mais à côté des traitements, il peut mettre en place des choses pour que ça soit moins gênant. On peut aussi lui expliquer tout ce qu'il existe en termes de soins, les différentes alternatives, qu'il sache. Vous pouvez faire ça, mais on peut faire telle autre chose. Et puis, connaître ses droits en tant que patient, c'est pas parce qu'on est patient qu'on n'a plus de droits.
Alors, les problèmes des limites là-dedans, c'est que les patients, ils ont des gros troubles cognitifs. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup ont des troubles cognitifs en termes de mémoire, donc d'attention, donc ils oublient de prendre. Et puis, ils ont problème de ce qu'on appelle le défaut d'insight. Insight, c'est la vision de soi intérieure, c'est-à-dire ils ne perçoivent pas qu'ils sont malades. On a montré que ce n'est pas un déni. Parce qu'on dit, il dénie sa maladie. Il faudrait qu'il comprenne un jour quand est-ce qu'il va comprendre qu'il est vraiment malade. Si c'était un déni, ceux qui disent qu'ils ne sont pas malades devraient être protégés de la dépression ou du suicide. Ça n'est pas le cas. On peut dire que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas de l'éducation. On a montré que les capacités intellectuelles ou le degré de connaissance ne changent pas le problème d'insight. Ce n'est pas de leur expliquer qui va faire qu'ils vont percevoir qu'ils sont malades. C'est lié à un trouble cognitif, c'est-à-dire la façon dont le cerveau traite l'information de la personne sur elle-même. Pourquoi est-ce qu'on sait ça? C'est quand on leur fait un test, ça c'est un test qu'on fait, qui est un test qui explore des fonctions du lobe frontal. Quand les gens ils ont des lésions du lobe frontal, parce qu'ils ont une tumeur, on a retiré, ils sont perturbés à ce test. Dans ce test, on vous montre les 4 cartes du haut, et on vous dit, voyez la carte du bas, essayez de la mettre avec quelle carte du haut ça pourrait le mieux coller. Ça pourrait être le jaune de la couleur jaune. Ça pourrait être avec les 2 étoiles parce qu'il y en a 2, ou ça pourrait être avec les ronds. Il y a 3 possibilités. Alors la personne essaye, et puis elle va essayer de trouver la bonne raison. Mais l'expérimentateur, une fois que la personne vient trouver, modifie la consigne sans lui dire. Et les patients, ils ont du mal à remodifier, ils persévèrent, pareil que les gens qui ont des lésions frontales. Et on montre que plus vous êtes perturbé à ce test-là, plus vous avez tendance à dire que vous n'êtes pas malade. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre un trouble cognitif et le fait qu'on dise qu'on n'est pas malade. Ce qui fait que c'est vraiment un problème de traitement de l'information chez les gens. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas voir qu'ils sont malades. Ce n'est pas un problème de maturité. Du coup, ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre. Au contraire, on va se disputer avec eux. Les solutions par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle les approches motivationnelles. Alors les approches motivationnelles, ce n'est pas je vais motiver le patient, c'est une technique, ça s'enseigne. Alors nous, on forme les familles dans les programmes pro-famille parce qu'il y a plein de familles qui sont confrontées à ça. Qu'est-ce que je fais avec le malade qui dit, on me posait la question ce matin, comment communiquer avec, surtout s'il dit qu'il n'est pas malade, il y a des techniques. Ces techniques ne font pas que ça marche à tous les coups, mais quand on les utilise, il y a beaucoup plus de patients qui vont dans les soins. On forme les soignants aussi à ça, il y en a encore trop peu de formés, parce qu'il y a beaucoup de soignants qui ne savent même pas que ça existe. Et ces techniques, je montrerai un exemple à Lausanne. Ils avaient montré à Lausanne le nombre de patients qui étaient hospitalisés aux urgences psychiatriques et qui revenaient à un rendez-vous de consultation, c'était la moitié. Et au bout d'un an, il n'y avait que 20% de ceux qui étaient venus aux urgences qui étaient encore en soins. Ils ont mis en place des équipes beaucoup plus proactives qui allaient vers les gens et qui étaient formées à ces techniques. Et bien, quand ils ont fait ça, ils ont vu le changement. Ce n'était pas 20% qui étaient encore suivis à 1 an, c'était 80% qui étaient encore suivis à 3 ans. Vous voyez les effets. Donc ces techniques, ça marche. Mais il faut former les gens. Je ne peux pas vous les décrire là parce que c'est long, mais vous savoir que ça existe, il faut exiger que les professionnels soient formés à ces techniques-là. Mais malgré ces techniques-là, il y a quand même des échecs. Et c'est pour ça qu'il y a une loi qui permet des hospitalisations contraignantes, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas négocier. On peut négocier avec le patient quand il est traité, et des fois, il faut commencer par lui imposer un traitement au départ, parce que quand vous avez quelqu'un qui est complètement délirant, complètement désorganisé, vous pouvez toujours négocier ce que vous voulez, ça ne marche pas. Comme pour toute maladie chronique, l'éducation du patient à ces troubles est une condition essentielle du soin. Malheureusement, beaucoup de personnes souffrant de schizophrénie ne se reconnaissent pas comme malades et se soignent mal. Défaut d'insight. Des techniques nouvelles, dites motivationnelles, peuvent aider ces personnes à accepter de rester dans les soins. On sait que les familles sont fortement impactées par le fait d'avoir un enfant atteint de schizophrénie. Quel est-il cet impact? C'est la modification des projets de vie, la souffrance par rapport à l'état de souffrance de leurs proches. Cette souffrance, elle a un impact sur la santé somatique, elle est physique aussi. Sur les familles participant à ROFAC, les familles ont un état de santé qui correspond à des personnes ayant 10 ans de plus. 60% ont une douleur qui cote à plus que 5. On sait que le niveau d'émotion exprimée des familles est un facteur de stress. C'est le deuxième facteur le plus important de rechute après l'arrêt du traitement par neuroleptique. Donc plus les familles sont stressées, plus le malade a un risque de rechute. Cette enquête que j'ai menée l'an dernier, en 2011-2012, dans tous les hôpitaux ayant des services de psychiatrie dans le département du Haut-Rhin, et j'ai pu justement venir à la rencontre des médecins psychiatres, des cadres de santé, interroger les patients, mais également les familles. Pour pouvoir aller interroger ces familles, il fallait déjà que le patient
ait eu son diagnostic de schizophrénie et qu'il accepte que j'aille interroger ces familles. Donc, parmi ces familles qui devraient être correctement renseignées, seuls 21% des familles disent avoir reçu le diagnostic de schizophrénie. Alors, il faut aussi savoir que la plupart des psychiatres mettent des restrictions aussi pour rencontrer les familles. Ils acceptent de rencontrer les familles seulement si le patient est présent, seulement si le patient est d'accord ou seulement si le patient est d'accord et présent. Seuls 25% des psychiatres acceptent d'accueillir les familles sans aucune restriction. Donc, un psychiatre sur 4. Lorsqu'on interroge les cadres de santé par rapport à l'orientation vers un programme psychoéducatif, seuls 4% des familles sont orientées vers un programme psychoéducatif, alors qu'au niveau international, on sait que ces programmes ont un impact certain, qu'ils ont un impact égal au traitement médicamenteux, 2 fois moins de rechutes dans l'année qui suit lorsqu'une famille a suivi ce programme psychoéducatif. Qu'est-ce que c'est la psychoéducation ? C'est d'abord une information sur la maladie, mais pas que. C'est aussi transmettre un savoir-faire sur la maladie, mais aussi un savoir-faire face aux malades. Et puis aussi savoir mieux gérer son propre stress. Le programme de psychoéducation le plus utilisé dans le monde francophone, c'est Profamille. Profamille n'a pas de copyright, personne ne gagne d'argent. C'est simplement la volonté des familles et des professionnels pour diffuser ce programme le plus possible. Les évaluateurs s'engagent à faire des évaluations au début, à la fin et à distance du programme. Évaluation de l'état psychologique et somatique des familles, évaluation de l'état psychiatrique du patient. L'impact sur la santé est important. La moitié des participants, je ne parle pas des malades, je parle bien des participants, la moitié moins seront hospitalisés, 20% de moins d'arrêt de travail, 400 jours d'arrêt de travail en moins. Mais il y a un impact aussi sur le malade. Le taux de rechute des patients est divisé par 2. C'est autant que l'impact du traitement. Il y a moins de rechutes, moins d'hospitalisation du patient. À droite, vous avez le pourcentage de patients qui travaillent. Et vous pouvez voir que quand les familles suivent ces programmes de psychoéducation, après le programme, il y a plus de patients qui peuvent travailler. On s'est rendu compte que les psychiatres qui sont plutôt optimistes par rapport à l'effet des programmes psychoéducatifs, justement, mettent moins de restrictions à rencontrer les familles. Ensuite, les psychiatres qui se perçoivent comme motivés pour informer les familles de l'existence d'associations de familles informent plus fréquemment aussi les familles du diagnostic. Les familles sont souvent mal informées. Seul un psychiatre sur 4 accepterait de les recevoir sans restriction. Pourtant, les études montrent, premièrement, que le degré de souffrance ou de stress des familles est une cause importante de rechute pour le proche malade. Deuxièmement, que les programmes de psychoéducation des familles améliorent non seulement l'état somatique et psychologique des parents participants, mais également celui du proche malade. Alors, j'ai participé à plusieurs études de cohorte avec entre 1000 et plus de 6000 patients schizophrènes. De par la lourdeur méthodologique de ces études de cohorte, il y en a très très peu en France. Et par rapport à d'autres pays comme notamment les États-Unis et l'Amérique du Nord, on est vraiment en retard au niveau français dans la constitution et le suivi de ces cohortes de patients. Les patients qui souffrent de schizophrénie meurent plus tôt, ont une espérance de vie qui augmente, mais qui augmente beaucoup moins. Et encore aujourd'hui, on estime que la surmortalité prématurée, c'est-à-dire avant l'âge de 65 ans, est environ 2 fois plus élevée qu'en population générale. La première cause, malheureusement, c'est le suicide, suivi de près par la surmortalité par toutes les causes naturelles, et je l'ai passé